Dans les années 70, il y avait des congrès où on avait découvert, certains d'entre vous le connaissent certainement, le cri primal. C'est-à-dire que Janov, qui était psychologue, il a découvert par hasard, il avait un patient qui était problématique et qui était acteur. Or, il s'est trouvé que le rôle qu'il était en train de jouer, en train de répéter, était exactement ce qui lui était arrivé dans son enfance, avec un père alcoolique qu'il battait, etc. Et donc, l'acteur a dit à Janov, c'est affreux, en répétant la pièce, d'un seul coup, je me suis retrouvé en culotte courte, en train de pleurer, le petit garçon, etc. Le génie de Janov, ça a été de lui dire, recommencez. Au lieu d'essayer d'en parler et de comprendre une fois encore raisonnablement qu'est-ce qui se passait, et l'autre lui a répété la phrase de son texte qui correspondait à ce qu'il avait vécu, et Janov venait de découvrir le cri primal. Et donc c'est que, en redisant les choses qui vous ont posé des problèmes, on réouvre la voie à l'émotion. Et du coup, j'ai été aux États-Unis, j'ai cherché entre New York et San Francisco, Los Angeles, etc. Il y avait aussi Fritz Perls, vous avez peut-être entendu parler certains d'entre vous de la Gestalt thérapie, toute une approche qui était en train de se faire du côté de l'émotion. Alors j'ai choisi de me faire former par le professeur Dan Castriel, un petit bonhomme grand comme ça, absolument génial, et qui avait mis au point la technique la plus efficace qui guérissait 85% des drogués ou drogues dures. Mais c'était en clinique fermée pendant 3 ans. Mais les gens sortaient de ça et après ils n'étaient plus drogués. Et donc comme il était médecin, je me suis intéressé particulièrement à ça, puisqu'il était en même temps médecin, psychanalyste. Il était président des psychanalystes de l'État de New York, donc il avait les deux approches. Et il avait été psychanalysé par un Américain qui s'appelait Gardner, et qui est le seul Américain que Freud ait analysé. Donc ça donne Freud, Gardner, Castriel, et moi qui ai été me former chez lui. Et donc c'est là que j'ai vu que cette expression, la surchauffe émotionnelle, produisait des effets extrêmement intéressants. Si vous prenez une plaque de métal, eh bien la plaque de métal, elle a sa forme et vous ne pouvez pas la changer. Maintenant, si vous la chauffez, elle fond et du coup, elle peut prendre la forme que vous voulez. Or, l'intéressant, les caramels durs, si vous les malaxez, ils redeviennent mous. Donc le problème, c'est comment travailler le matériau émotionnel qui est bloqué dans vos gènes depuis l'enfance. Et il y a dans chacun d'entre vous un petit garçon ou une petite fille qui est là, avec ses logiciels bloqués, qui travaillent comme ça. Et donc vous tournez en rond, en rond, en rond. C'est toujours le même problème. Donc comment sortir du passé ? Est-ce que certains d'entre vous ont vu La Rose pourpre du Caire ? Vous avez vu La Rose pourpre du Caire ? Dans La Rose pourpre du Caire, ça se voit aussi des fois dans les dessins animés. Il y a Woody Woodpecker, il sort du film et puis il y revient. Vous voyez ce que je veux dire ? Dans La Rose pourpre du Caire, les acteurs sortent de l'écran et viennent se mêler à la vie réelle des spectateurs. La dynamique émotionnelle fait le contraire. Elle fait rentrer du présent dans le passé. Si vous regardez bien, l'émotion est hors temps. Quand vous regardez un film ou un théâtre et que c'est un bon film, ce qui se passe sur l'écran, ça vous touche et vous avez une résonance en vous. Puisque l'émotion est hors temps et que l'émotion est par définition le moyen de communication le plus universel au monde. Il n'existe absolument aucun moyen de vous protéger de l'émotion. C'est si vrai qu'un animal sait si vous êtes triste ou en colère. Donc ça passe même la barrière d'une espèce à l'autre. C'est donc la voie de communication idéale. Et donc en mettant ce réchauffement et cette pression sur l'émotion, que d'un seul coup, parties en vous qui ont été bloquées dans votre enfance, votre adolescence et ensuite en tant qu'être adulte, et donc on peut modifier les choses. D'accord ? Vous voyez ? C'est donc ce que je vais essayer de faire et de modifier vos logiciels affectifs. Parce que on apprend, vous voyez bien que tous, par rapport à l'enfant que vous étiez quand vous aviez une dizaine d'années, vous avez fait spontanément des progrès. Donc l'expérience fait que, quand même, l'adolescent ou l'adolescente que vous étiez, il y a des tas de choses que vous avez résolues vous-même. L'intérêt du groupe, c'est que si un patient a un problème, par exemple, avec la colère, et qu'on lui a appris que la colère, c'est mal,
il n'a pas le droit d'être en colère, ou il a peur d'être en colère, parce que s'il était en colère, on allait lui tomber dessus encore plus. Il va donc s'empêcher d'être en colère. Mais si quelqu'un dans le groupe est moins gêné que lui, l'autre va exploser. Et la communication par l'émotion, elle est instantanée. Donc il va être touché par l'explosion de l'autre. Alors que si vous êtes seul avec lui, lui fait ce qu'il peut pour ne pas y aller, vous êtes à peu près tranquille. Vous voyez ce que je veux dire? Donc vous êtes en groupe, c'est incontrôlable. Il y a toute une expérience. En plus, quand vous êtes en train de faire quel que soit le sport, si vous voyez les autres faire du sport, vous apprenez inconsciemment, rien qu'en voyant les autres faire, que ce soit à ski ou en natation. Si vous voulez, par exemple, en 1901-1910, le champion du monde de 100 mètres, en crawl, il a mis 1 minute 30. Vous prenez n'importe quel gamin ou gamine de 12 ans, vous le mettez dans la piscine, il sait que maintenant le record du monde est à 47, et donc en 15 jours, vous lui faites atteindre le champion du monde de 1900. Mais lui, il sait que c'est possible. D'accord? Donc si vous savez que c'est possible, ça ouvre le truc. Et de voir les autres qui travaillent à des niveaux où vous n'oseriez pas travailler vous-même, et vous voyez que ça leur fait du bien, votre inconscient dit mais par là il y a un chemin qui m'intéresse. Donc vous faites l'expérience, grâce aux autres, de ce qui fonctionne pour les autres, puisqu'ils sont humains, et que vous êtes humains comme les autres. Donc la dynamique émotionnelle est émotionnelle, et elle est absolument universelle. L'intérêt de l'émotion, c'est que le cœur n'a pas d'âge. En psychanalyse, vous savez qu'on ne peut pas prendre quelqu'un qui a 45-50 ans, parce qu'on est parti pour 10 ans ou 20 ans de traitement à 2 fois par semaine. Et donc c'est compliqué. Alors que l'émotion étant hors temps, eh bien, quel que soit votre âge, le cœur est accessible. Alors c'est une voie absolument privilégiée et que j'ai développée aux États-Unis, mais je ne voulais pas devenir l'hôtelier de la drogue et rester là-bas, ce qui m'avait été proposé. En plus, je voulais pouvoir traiter les maladies mentales dites graves, et je me suis aperçu que ça marchait aussi avec les maladies graves. Alors, question après, une psychose, il peut falloir 500 heures de traitement. Est-ce qu'un être humain vaut 500 heures de traitement? C'est une autre question. Mais en tout cas, ça marche. Voilà. Donc c'est accessible. Et au fond, il va falloir que vous cessiez le paradoxe. Il va falloir que vous cessiez de ne pas être vous. La dynamique émotionnelle vous fait revenir à vous, spontanément, dans ce qu'il y a de plus naturel et de plus spontané, au lieu d'avoir été déformé par les parents, la fratrie, l'école, la religion, la civilisation. On est tous marqués par ça pour revenir à un potentiel humain universel, parce que le fond de notre nature, c'est le bonheur. Toute la dynamique émotionnelle, elle est là. Le fond de notre nature, c'est le bonheur, et c'est pour ça que ça nous dérange tellement de ne pas être heureux. Si ça vous dérange, le poisson qu'on sort de l'eau, ça le dérange. Si ça vous dérange, c'est parce que vous avez envie de revenir et de re-rentrer dans votre nature. Vous comprenez ce que j'essaie de vous transmettre? Donc le malheur nous dérange parce que c'est pas naturel. D'accord? Et après, quand on rend et qu'on a une problématique de gêne, eh bien c'est que vous avez un effet auto-entretenu. Vous croyez que c'est pas possible, et puis c'est pas possible parce que vous croyez que c'est pas possible. Je vais vous parler d'une expérience qui est arrivée, une expérience malheureuse qui est arrivée il y a maintenant quelques années. Il y avait en Allemagne des wagons frigorifiques qui transportaient la viande. Les wagons frigorifiques sont à moins 18 degrés pour transporter la viande. Or, il s'est trouvé, c'est un fait réel qui s'est passé, qu'un des ouvriers a enfermé sans se rendre compte le copain dans le wagon frigorifique. Et le copain, on l'a retrouvé le lendemain, mort de froid, évidemment. Sauf que le wagon n'était pas branché et qu'il faisait 8 degrés dans le wagon, mais le type était persuadé qu'il faisait moins 18. Donc pour nous médecins, il est mort d'inhibition anxieuse. Donc si vous croyez que c'est pas possible, c'est vous-même qui vous mettez là-dedans. Or, ici, il y a quelque chose d'extraordinaire qui est en train de se passer, le monde est en train d'évoluer, et on est en train de s'apercevoir qu'il va falloir que l'humanité change au niveau émotionnel et pas au niveau intelligence. Ça fait des milliers d'années, au moins 3000 ans, et vraisemblablement 10 ou 15 000, que devant l'urgence, on est parti derrière le fait, il faut, il n'y a qu'à, je dois. Et on a inventé la morale, on a inventé la religion,
et la dictature de la raison. Platon est en train de dire que le cocher du char, il est tiré par les chevaux de la passion et des émotions, mais dirigé par la raison. Ça fait 3000 ans qu'on est dirigé par la raison, on fonctionne, on se force, on est peut-être comme il faut, mais on a perdu la joie de vivre. Alors que là, il y a un moyen, tout le monde vous dit, il n'y a qu'à Faucon, bah il n'y a qu'à Faucon, il y a qu'à, c'est facile. Hein, alors que là, il y a un moyen. Donc c'est la première fois dans l'humanité, il y a un moyen où on peut transmettre ça à des centaines et à des milliers d'êtres humains. J'ai soigné plus de 20 000 êtres humains. Un psychanalyste ne peut pas soigner plus que 400 ou 500 personnes dans toute sa vie. Et si vous voulez, depuis que je travaille le champ de l'émotion, l'émotion dans la ville, il y a 40 ans, c'était mal vu. Et beaucoup de mes confrères psychiatres me disent, mais pourquoi tu les fais crier, t'as qu'à lui envoyer un match de foot, ils vont gueuler, vas-y shoot, et puis ça sera pareil, ou un match de catch. Vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est pas du défoulement, c'est un travail sur soi-même. Donc le paradoxe, c'est qu'on fait sortir ce qui ne va pas pour que vous puissiez le digérer. Il va falloir que vous puissiez digérer ce que vous avez vécu pour arriver jusqu'à être vous, et vous reveniez à quelque chose d'extraordinaire, qui est la joie d'être vous. Et ça, c'est absolument unique. Une fois dans l'éternité, chacun d'entre vous a le cadeau de la vie de faire l'expérience de vous et d'être vous. Donc il va falloir apprendre à vous aimer et à vous pardonner de vous être trompé. Voilà, j'ai terminé pour l'instant. Si vous avez des questions à poser, je vais essayer d'y répondre. Comment ? Je n'entends pas. Une fois que l'intervention elle est faite, Attends, je vais donner le micro. Alors, parlez-moi. Une fois que l'intervention elle a été faite, est-ce Oui. que ça reste? Oui. Ça reste Oui. pour Oui. dans le temps. Eh bien, quand vous avez sorti du programme, Juste une petite question. ça reste, vas-y. On va, si tu veux Oui. bien, si vous voulez parler C'est une question très intéressante. tout le monde va pouvoir profiter de votre question. C'est une question très intéressante. Hein. Oui, je voulais savoir que une fois l'intervention terminée, est-ce que la personne après pouvait Alors, absolument, ça reste parce que si vous voulez, en somme, la névrose ou les psychoses, enfin toutes les troubles que les gènes que vous avez répétitivement, c'est simplement une erreur d'apprentissage. Et donc vous avez appris, ça marche à peu près comme ça, et vous croyez que c'est normal. Mais dès qu'on change le logiciel, eh ben c'est fini. C'est comme si vous disiez en ski, quelqu'un qui sait faire de la godille, il ne va pas refaire le système Christiania. Et puisque vous avez changé le logiciel affectif, ça vous paraît naturel. D'accord? Il y a une espèce de libération spontanée comme un développement de votre propre conscience. Nous vivons dans une civilisation où les sentiments sont pratiquement atrophiés. Nous vivons dans une civilisation où vous êtes pour moi tous des atrophiés affectifs. Donc il y a un redéveloppement, il va falloir redévelopper vos capacités affectives. Nicolas? Madame? Quelle est la durée approximative? La moyenne des gens reste à peu près 1 an. C'est-à-dire qu'ils viennent en octobre-novembre, ils ont passé les vacances, ça va un peu mieux, ça coince un peu, et puis on les voit arriver octobre-novembre. 50% des gens arrêtent au bout d'1 an, c'est suffisant pour eux. Maintenant, il y a aussi des champions qui veulent aller au bout de leur personnalité ou de leur problématique. Et donc en réalité, c'est jusqu'à quel point vous voulez aller, jusqu'à quel point vous voulez vous aimer et découvrir la merveille d'être vous. Donc ça peut prendre beaucoup de temps, mais en général les gens viennent pour le plaisir de se développer. Bonjour. Bonjour. Est-ce qu'il y a des inconvénients de cette méthode? Oui, alors ça c'est une question très intéressante. C'est tout? Oui, il y a des grands inconvénients à cette méthode. Premièrement, il faut que le thérapeute fasse le diagnostic. Cette méthode n'est pas faite pour les pervers, il ne faut pas les prendre, parce que vous leur donneriez des moyens encore plus puissants de détruire les autres. D'accord? Hein? Ça, c'est une chose. Donc il faut faire très attention. Donc si vous faites un diagnostic de pervers, ben, il ne faut pas le prendre. Parce que vous allez lui donner des moyens. Voilà. Alors, il y a aussi, si vous voulez, des gens qui vont très mal et qui sont en train de se suicider.
Et donc dans ces cas-là, il y a des gens qui sont en clinique parce qu'ils se suicideraient, ils viennent en ambulance, ils font la séance et ils repartent. Et puis alors, il y a aussi les médicaments. Mais les médicaments sont là comme un adjuvant momentané. Il y a des gens qui prenaient des médicaments depuis 20 ans et qui cessent d'en prendre. Ils se mettent à dormir, ils n'ont plus peur, etc. Voilà. Et il y a des contre-indications, bien sûr. C'est des décompensations parfois. Ah, il y a des décompensations, absolument. Ça, c'est certain. Il y a des gens qu'en cours de traitement, on est forcé de faire mettre en... C'est très, très puissant. C'est une espèce d'opération à cœur ouvert, littéralement. C'est de la psychochirurgie. Donc, il y a des moments où c'est très, très dur. Donc, dans ce cas-là, il y a les médecins, il y a les psychiatres. Et on donne des médicaments pour passer le cap. Et même, on peut envoyer momentanément dans une clinique ou un hôpital pour être certain de passer le cap. C'est très, très puissant. Oui, c'est une très bonne question. Vous savez, il y a un principe en médecine, tout médicament qui est puissant est à manier avec précaution. La poudre de perlimpinpin, 1 kilo, ça fait rien. 1 kilo d'aspirine, ça tue quelqu'un. C'est absolu en médecine, si le médicament est puissant, il est dangereux. Pouvez-vous aider à guérir des êtres très coléreux qui ont baigné depuis leur enfance dans une atmosphère de colère, de répression par les parents? Absolument. Et qui sont devenus très violents, très coléreux eux-mêmes? Bah oui, forcément. Ils ont appris ça. Mais c'est juste un apprentissage. Et donc ça, c'est possible. J'en ai guéri des centaines. Non seulement moi, mais nous sommes toute une équipe, si vous voulez. Il n'y a pas que moi. Hein? Donc nous sommes toute une équipe et j'ai formé des médecins ou des psychologues et ça marche. Parce que le fond du problème, c'est votre identification à ce que vous avez vécu. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis, mais vous vous identifiez à ce que vous avez vécu, ce qui est juste une histoire d'erreur, d'identification. Mais vous pouvez réapprendre à utiliser. La colère, elle vous donne l'énergie pour vous adapter. Mais comme en même temps elle vous donne l'énergie et qu'on ne sait pas comment faire, on s'en sert pour être plus fort que l'autre. Et alors on en arrive et j'ai raison, tu tort, ou tu as tort, et puis on prend le pouvoir. Et donc la succession des rapports entre nous consiste comment prendre le pouvoir sur l'autre. Ce qui fait qu'on essaye et au bout d'un moment l'autre s'en va parce qu'il en a assez, ou alors il se soumet. Il y en a peut-être un des deux qui est content d'être le dictateur, mais de toute manière, il ne sait pas ce que c'est que la merveille d'une relation d'égal à égal. Donc il a une fausse illusion de confort. Oui? Bonjour. Bonjour. Je voulais savoir sur quoi repose votre diagnostic. Je suis médecin et psychiatre, donc j'ai appris à faire le diagnostic. Ceci dit, depuis 30 ans, je ne mets plus aucun diagnostic sur les feuilles d'interrogatoire. Donc je vois les gens avant, je fais un diagnostic, je vois si je les prends ou pas, parce qu'il y a des gens, je sais que si je les prends, ça va les décompenser. Donc il faut mettre sur place toute la décompensation prévue avant, hein, et donc on ne donne pas du steak tartare à un nourrisson. D'accord ? Vous n'avez pas de questionnaire, d'outils? Si, je vois le père, la mère, la fratrie, la scolarité, la notion à l'argent, la notion à la sexualité, le corps, la drogue, l'alcool, le tabac, le fonctionnement des principaux organes, la religion, Dieu, la vie, la mort, la culpabilité. Est-ce qu'il y a une justice dans le monde ou est-ce qu'il n'y en a pas? Est-ce qu'il y a un karma? Après, il y a la peur de la mort. Et après, il y a la peur de la souffrance. Après ça, j'ai quand même une idée de la personnaliser. Oui, j'ai écrit un livre qui est très très facile à lire et qui s'appelle La thérapie du bonheur. C'est chez Hachette Marabout, je ne sais pas si c'est là. C'est Hachette Marabout, La thérapie du bonheur. C'est très très facile à lire et ça vous donne des espèces de points de base. Vous vous rendez compte, j'essaie d'éveiller chez les gens un écho affectif à propos de ça. Et donc c'est facile à lire. Et donc il y a 2 éditions, une qui vaut 15 ou 18 et l'autre que je vous conseille si vous avez des moyens limités pour les étudiants, qui est en livre de poche qui doit coûter 5 €. Donc c'est pas le problème. C'est très facile à lire. Hein. J'en ai écrit un deuxième qui s'appelle La dynamique du pardon. Car le vrai problème, c'est comment vous pardonnez aux autres
Et finalement, comment vous vous pardonnez à vous? D'accord? Je vous écoute. Dans quel cas nous voulons bien pardonner? Oui, mais on veut tous. Le problème, c'est qu'on essaye de vouloir. Et c'est là l'erreur qu'on commet depuis 3000 ans. On croit qu'en voulant, on va y arriver. Il ne suffit pas de vouloir. Vouloir fait partie de la volition et donc du néocortex et du cortex préfrontal. La thérapie émotionnelle, elle travaille sur le cerveau émotionnel, sur le cerveau qui travaille à l'hypothalamus, qui est le cerveau qui règle la faim, la froid, le sommeil, la faim, les hormones et tout ça. Et donc, ça ne sont pas les trucs, il ne suffit pas de vouloir. Ça fait 3000 ans qu'on nous dit, il faut, il n'y a qu'à, vous voulez, faites tout ce que vous pouvez pour être comme il faut. Et être quelqu'un de bien. Eh bien, je vais vous dire, si vous êtes quelqu'un de bien parce qu'il faut, vous êtes en train de vous trahir sans vous en rendre compte. Parce qu'au mieux, vous êtes quelqu'un de bien pour l'autre, et vous vous faites dépendre du regard de l'autre pour savoir si vous êtes valable. Ça me rappelle une histoire que je raconte souvent, l'histoire du caméléon mort de fatigue sur une couverture écossaise. C'est le genre de choses qu'il y a dans le livre La thérapie du bonheur. Vous voyez, vous riez, mais vous êtes touché affectivement. Quelque chose en vous dit « Ah oui, c'est vrai !» Et d'un seul coup, il s'agit de la reconnaissance de votre propre être. Il s'agit de la reconnaissance de votre être. Reposez la question, peut-être, ça va vous aider. À l'inverse, si j'ai pas envie de pardonner à une personne parce que je crois qu'elle va récidiver à partir du moment où je pourrai pardonner. Alors, deux choses. Premièrement, vous n'avez pas envie de pardonner, donc on est dans le « j'ai raison, elle a tort ». Et en plus, vous dites qu'il va récidiver, donc s'il recommence, je ne lui pardonne pas. Ça veut dire que vous ne pardonnez pas à l'enfant en vous qui ne sait pas se protéger ni se défendre. Et que vous espérez que le monde va essayer de cesser de vous agresser, comme ça vous n'aurez pas à apprendre à vous défendre. Ça va vite. Vous avez pigé ? Il faudrait que le monde soit gentil pour que vous appreniez pas à vous protéger. Comment voulez-vous que la vie qui vous aime vous laisse avec un truc aussi vulnérable? Et vous vous dites, j'ai un mauvais horoscope, j'ai une mauvaise destinée, je retombe toujours sur les... Évidemment, puisque c'est le problème. Il va bien falloir vous mettre à l'eau pour apprendre à nager. Donc quelques tasses et quelques bouillons. Vous voyez? Je suis content. La question à laquelle je venais, c'est une comparaison avec le psychodrame. Alors, c'est une très bonne question. Ceci, l'histoire progresse, c'est l'histoire de la psychologie. Ceci n'existerait pas sans le psychodrame qui a été inventé par Moreno, qu'il a lui-même inventé à partir de la guerre de 14-18. Il y avait tellement de blessés qui allaient mal en stress post-traumatique, etc. On n'avait pas les infirmiers ni les psychologues. On les a mis ensemble et on s'est rendu compte que quand ces gens qui avaient été blessés à la guerre, amputés, etc., ils parlaient entre eux, ça allait mieux. D'où l'idée de Moreno qu'on allait faire rejouer le psychodrame, on fait jouer une scène, donc c'est très proche de ce que je fais. Ça, je n'existerais pas sans Moreno. Hein. Je n'ai pas tout sorti de mon chapeau comme ça. Moi, j'ai eu la chance que les maîtres m'ont donné. Et donc Moreno, on joue un rôle, et à travers ce rôle, ça évoque justement ce dont vous parlez avec Janov, de ce rôle qui vous ramène des choses en question. Et donc c'est déjà une première approche. Sauf que, dans le psychodrame, vous jouez, vous, à travers un rôle. Et on sait bien que les acteurs, ils vont bien quand ils jouent des rôles, au fond ils cherchent peut-être leur propre rôle. Et ils dépriment quand on dit, oh, pas de rôle à jouer, ils peuvent jouer tous les rôles sauf le leur. D'accord? Et donc si vous trouvez votre propre rôle en dynamique émotionnelle, c'est pas du psychodrame, c'est votre propre vie, votre propre mise en scène de la victime en vous, de celle qui est coupable, de celui qui se croit coupable, de celui qui croit qu'il faut être bien, ou qui a toujours peur, ou qui est prêt à n'importe quel prix pour qu'on l'aime. Grosso modo, j'ai appris ça de Castriel, qu'il y a deux genres d'êtres humains. Ceux qui paieraient n'importe quel prix pour qu'on les aime, et ceux qui trouvent que l'amour est trop cher payé. Les deux se trompent. Mais alors, qu'est-ce qu'on essaye, hein? Ok? Donc là, c'est votre propre rôle qui va se passer. Et vous ne parlez pas à un psychologue de ce que votre père, votre frère ou quiconque vous a fait. Donc on est dans un truc triangulé. Vous parlez, vous, à la personne qui vous fait du mal en vous et qui est toujours présente, comme le disait ce monsieur qui voulait continuer à se venger. C'est tellement vivant qu'il est toujours là, car il est dans votre cœur.
Vous vous êtes construit des représentations désastreuses et vous croyez que c'est le réel. Vous vous identifiez à ce que vous avez vécu. Mais vous n'êtes pas les nuages. Vous êtes le ciel où passent les nuages. Donc c'est quand vous êtes au cinéma, vous voyez quelque chose sur l'écran, la maison brûle, mais l'écran n'est pas calciné. Après les pompiers arrivent, l'écran n'est pas mouillé. Donc il va falloir prendre conscience de vous, au lieu de croire que vous êtes vos émotions. Vous êtes ce qui vous traverse, c'est ce que vous vivez. Mais vous n'êtes même pas votre corps. Y a-t-il ici quelqu'un qui n'ait jamais eu un problème de dentiste? Peut-être que certains d'entre vous ont eu une couronne ou un plombage. Est-ce que vous êtes moins vous parce que vous avez une dent en moins? D'ailleurs, quand vous aviez 12 ans, vous étiez sans doute plus petit et vous pesiez moins. Est-ce que vous êtes plus vous parce que vous avez tant de centimètres en plus ou tant de kilos en plus? Donc vous n'êtes pas le corps. C'est juste une erreur d'habitude. Un manque d'attention à vous, et finalement c'est un manque d'amour pour vous.